On est à quelques jours du Grand Prix de Chine, mais nous, on va prendre un petit peu de recul sur l'actualité. J'espère que vous avez consommé, que vous êtes délecté de l'excellent débrief qui concernait bien sûr le Grand Prix d'Australie. On reviendra bien sûr la semaine prochaine sur le Grand Prix de Chine, mais avant cela, l'actualité a été chaude, les gars. Et je voulais commencer d'ailleurs cette émission déjà pour vous dire bonjour, parce que je suis quelqu'un de poli. Salut Hamza, salut Brice. Bonjour. On va lui dire merci. Non, bon, c'est bien de commencer quand même sur de bonnes bases. Bonjour monsieur, moi vous allez bien? Ça va et vous? C'était bien ce dimanche? C'était action, sauf pendant 90 minutes. Ce sont les matchs bronze. Voilà, cuivre. Cuivre, ça vaut de l'argent. Celui-ci était un cuivre. Non, un grand coup de chapeau, un grand bravo à un garçon qu'on vous a présenté l'année dernière qui s'appelle Théophile Naël, qu'on avait rencontré avec Hamza. Je vous invite à aller voir cette émission à la recherche de la nouvelle star, parce qu'il y en a deux parmi les 4 qu'on avait suivis qui sont actuellement F3. Je pense à Alessandro Giusti et à Théophile Naël. Théophile Naël actuellement 2e du classement des pilotes en F3. Il n'a vécu qu'un seul meeting, mais en tout cas il a été assez épatant, notre ancien ami de chez Saint-Éloque. C'est toujours notre ami, mais il était chez Saint-Éloque il y a quelques temps. Vous avez parlé de cette formidable aventure et on vous parlera de ces jeunes pousses. Il y a beaucoup de choses à dire, même pareil, Sami Meghetounif, les gars. Je me suis un peu intéressé au profil. J'ai vraiment hâte qu'on l'ait dans les pistonnets, parce que le garçon est bon client. Il a beaucoup de choses à nous raconter. Un peu frustrant la F2 comme ce week-end. Ouais, un peu trop. Le tout en fait. Quand tu vois la sprint race où nos 2 Français sont dehors et qu'il n'y a pas de feature race, bon. Exactement. Petite dédicace à Anthony Drevet qui s'est fait. Qui est en pôle en plus, Martin. Qui a fait son 4 heures son 4 heures pour rien. Pauvre. À cette heure-là en plus. Il a de l'énergie, on le sait, on le connaît, notre cher Anthony. Les gars, le débat du jour, on va s'intéresser à l'officialisation de ces dernières heures, de ces derniers jours. Il y aura bien une 11e écurie en Formule 1. Ça sera en 2026 avec l'arrivée de Cadillac. Avant de vous proposer quand même ce petit débat et rentrer dans le vif du sujet, je propose surtout qu'on marque une petite pause de publicité. Les pistonnets ont des commanditaires et honneur à Winamax qui nous suit depuis le début. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. N'oubliez pas la dernière phrase, on ne fait pas n'importe quoi non plus avec le pari sportif, les amis. On sait que ça peut être la cause aussi également de grands désagréments. Voilà, mais on remercie Winamax bien sûr de nous soutenir. Le débat, les gars, la 11e écurie en 2026, Cadillac va débarquer en Formule 1 et on va se poser cette question. On va pas forcément parler du projet Cadillac parce que pour le moment il est plutôt très très flou, mais on va se poser la question de l'intérêt de l'arrivée de cette 11e écurie pour le sport que l'on aime justement, qui est la Formule 1. Cadillac arrive en 2026. À partir de 2028, Cadillac sera non seulement une écurie mais également un motoriste. Ils vont commencer leur projet en étant motorisés par Ferrari, donc dès la saison prochaine. La bonne nouvelle, c'est pour l'écosystème de la Formule 1, plus de baquets. Une bonne nouvelle pour les pilotes, ils étaient d'ailleurs tous pour ce projet qui était initialement porté par Andretti. Plus de voitures. Est-ce que cela équivaut à plus de spectacles? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'à 22, on va plus rigoler qu'à 20? L'élitisme, est-ce que c'est une notion toujours aussi fondamentale aussi également pour la Formule 1? C'est pas n'importe qui rentre pour prendre cette 11e place. C'est un constructeur américain, un grand constructeur déjà présent dans d'autres disciplines et on pense notamment au WEC. L'arrivée d'un constructeur américain tel que Cadillac, est-ce que ça va justement aider à la valorisation de la Formule 1? Mais plus d'écuries égale moins de revenus parce qu'il va falloir partager ce gâteau, à moins qu'il grandisse, il y aura un petit peu moins d'argent pour tout le monde. Bref, est-ce que cette 11e écurie en 2026 est une bonne nouvelle pour nous, fans de Formule 1, une bonne nouvelle pour tout l'écosystème autour de la Formule 1? Bon, déjà au niveau du gâteau, il a grossi entre 2023 et 2024, il a pris 20%. On est passé à 3,2 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Non, de chiffre d'affaires pour la Formule 1. En même temps, au détriment de la santé de beaucoup de monde, même des pilotes. On a vu l'état dans lequel ils étaient quand ils ont dû faire le Las Vegas Doha en moins de 4 jours. Mais pour en revenir au sujet principal, en fait, ça dépend de l'écurie. Ça dépendra toujours de l'écurie. Et j'ai malheureusement l'impression qu'on choisit l'écurie pour les mauvaises raisons. La dernière fois qu'on a vu
quelque chose de similaire, vraiment, c'était sur l'arrivée de ces 3 écuries un peu lunaires qui étaient Caterham, Virgin à l'époque. Je sais pas si c'était d'abord Virgin. Et Hispania Racing Team. Si c'est pour faire de la figuration, en fait, des chicanes mobiles, on n'en a pas besoin, surtout avec la taille de ces monoplaces, ce qui rendrait pour moi des choses dangereuses. On a déjà vu avec Sauber et Haas que ça pouvait l'être quand il y avait un trop gros écart entre les monoplaces, donc ça peut me faire un peu peur. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas choisi Cadillac pour les bonnes raisons. Le choix de Cadillac a été fait, enfin en tout cas a été officialisé au même moment que l'élection de Donald Trump aux États-Unis. J'ai un peu peur de certaines connivences à ce niveau-là. Et en tout cas du choix qui aurait été motivé ou en tout cas poussé par de certains lobbies. Je parle pas de politique là-dessus, je parle simplement en fait d'un choix pour les mauvaises raisons. Andretti avait, semble-t-il, un projet qui était beaucoup plus abouti dans ce qu'il proposait, et même quand tu as un projet abouti, on parle quand même d'Audi aussi qui arrive avec un projet où ça fait des années qu'il est dans le pipe, on ne sait pas au niveau performance ce que ça va donner. Et moi ce qui m'importe, c'est pas tant qu'il y ait 11 écuries, 12 écuries, 9 écuries, 8 écuries, c'est que ces écuries-là ne soient pas là pour faire de la figuration. Qu'elles offrent un baquet, certes, c'est très bien pour les pilotes, mais si ce baquet emmène à enterrer ces pilotes et à créer un danger sur la piste, on voit déjà comment ça se passe en qualification, dans certaines qualifications où il y a trop de monde sur la piste parce qu'on attend le dernier moment, il faut que cette écurie ait une raison d'être, une vraie raison d'être et qui ne soit pas économique. C'est peut-être une chimère, en attendant... J'ai pas l'impression qu'on se dirige avec ça, surtout vu le timing. Il y a peu de temps pour Cadillac pour se préparer et ils savent déjà que 2026 ça va être short. Je te donne la parole tout de suite, Hamza. Juste pour replacer, toi tu compares avec l'arrivée des 3 HRT, Virgin et Caterham. Moi je serais plus sur la comparaison du début des années 2000 lorsque les grands constructeurs arrivent tous massivement sur la Formule 1. Toyota, Honda, le retour de Renault, et on le rappelle, il y avait une crise économique, la crise des subprimes, qui avait fait que ces constructeurs automobiles étaient partis, et il avait fallu les remplacer, c'est là que les 3 petits est arrivé. Pour moi, c'est vraiment l'arrivée des 3 petits est une conséquence justement des départs des constructeurs et de l'arrivée massive au début des années 2000. J'avais oublié même Jaguar, on pourra en citer, je pense, quelques-uns à l'appel. Ton avis, Hamza, sur tout ce que vient de dire Brice et sur l'arrivée de cette 11e écurie? Moi, je suis surpris par le timing et l'autorisation donnée pour courir dès 2026. En fait, tout me semble précipité. Je n'ai pas de compétences sur la construction d'une écurie de Formule 1, mais 12 mois pour arriver en Formule 1 prêt à rouler, je ne vais même pas dire à être compétitif, oui, déjà à rouler, avec des personnes aux bonnes places, potentiellement la possibilité d'avoir une usine, de faire évoluer la voiture, ça me semble quand même bien audacieux de tenter ce pari. C'est vrai que je te rejoins moi sur le projet Andretti, on en parlait depuis quand même pas mal de temps. Donc, après, si le monde de la Formule 1 s'est senti, je sais pas, offensé, vexé par certaines déclarations, par certaines peut-être manières ou façons de faire, brusquerie de la part d'un... Peut-être qu'il y a eu de la maladresse, peut-être honnêtement, je ne sais pas comment ils l'ont ressenti, je ne sais pas même comment ça fonctionne dans ce monde-là, quels sont les codes, comment on doit faire pour essayer de grignoter une petite part du gâteau. Je ne sais pas ce qui est vraiment reproché au projet Andretti, si c'est le projet qui était ciblé, si ce sont les personnalités. La personne, j'ai l'impression, ouais. Avec des brouilles notamment avec certains dirigeants de Liberty Media, en fait, à la base de cette histoire. Mais c'est bien le problème quand même. C'est que tu en arrives au point où tu ne mets pas la Formule 1 et donc tu ne mets pas le sport au centre des priorités. En même temps, que Stefano Domenicali soit acclamé et réinvesti pour un nouveau mandat et qu'il fasse l'unanimité, ça prouve bien que même les écuries elles-mêmes ne sont pas tant là pour le sport, elles sont là pour voir leur gâteau grossir. La Formule 1 a tellement toujours été un sport à perte que maintenant qu'il est extrêmement rentable, en fait, ils préfèrent largement se dire on aura des équipes tournantes et on va assumer ça pour une saison parce qu'on a vu nos revenus. Et les revenus des écuries, elles sont grosses. Ils sont gros. Avant, on ne voulait pas d'une 11e écurie aussi parce qu'on n'avait pas forcément vu ce bond économique se réaliser.
Là, il y a 20% d'augmentation. Tu peux bien partager. Bah, le mais ça, le 11e. souvent on se dit ça. Tu sais, c'est comme pour faire un parallèle avec le foot, quand il y avait eu le milliard, tu sais, de Mediapro pour la Ligue 1, les clubs, je me rappelle de National notamment, qui militaient pour avoir un statut professionnel, disaient bah, c'est bon, ils ont touché 1 milliard, ils vont bien pouvoir partager une petite partie avec nous. Mais en fin de compte, ça, c'est une réflexion de quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui a un salaire tout à fait normal. Mais quand tu es dans ces sphères-là, Toto Wolff, par exemple, est devenu milliardaire depuis que le cost cap a été mis en place. Parce que forcément, les revenus, tu l'as dit, ont connu une augmentation de plus de 20%. Et en même temps, les coûts ont été largement limités. On pense aux grandes écuries comme Red Bull, Ferrari et Mercedes qui, justement, ont pu limiter leurs dépenses et gagner encore plus d'argent. Et ils sont là pour faire du pognon, ces gars-là aussi. Cadillac qui arrive, c'est l'assurance que les États-Unis vont investir dans leurs Grands Prix nationaux. Grands Prix qui sont ceux qui rapportent de plus en dehors des investissements des promoteurs eux-mêmes, je parle. Par exemple, Las Vegas, c'est un Grand Prix qui coûte énormément à la Formula One. Il n'y a pas de promoteur. La promoteur, c'est la Formula One. Si l'arrivée de Cadillac peut permettre justement aux États-Unis, publiquement ou en privé, d'investir sur ce GP, c'est peut-être 200 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses de la FOM. Rien que comme ça. En fait, ils créent l'événement et derrière, ils disent, vous voulez vous en occuper? Parce que regardez, c'est quand même un événement magnifique. Donc, ce rapprochement-là et cette chose-là, elle vient d'une entreprise américaine qui est globale. Andretti n'est pas une entreprise américaine globale. Andretti est une entreprise de sport automobile qui, du coup, a son relationnel, bon ou mauvais, avec certains membres du sport automobile. Là où l'élitisme joue, effectivement, c'est que Cadillac a beaucoup plus d'arguments publics et Dominique Hallyk l'a dit, il a dit si vous voulez un Grand Prix en France, il va falloir qu'Emmanuel Macron nous parle ou que n'importe quel dirigeant nous parle. Je veux pas de promoteurs privés, je veux des promoteurs publics. Avec Cadillac, on est davantage proche du public quand même, avec GM, avec tout ce qu'il y a des normes aux US, qu'avec Andretti, qui est une structure qui, elle pue la passion, cette structure. Elle pue la passion. Mais alors, qu'est-ce que ça les intéresse pas Qu'est-ce que ça les intéresse pas, cette passion? Hamza parlait de l'intérêt du sport. Regardez cette déclaration de Frédéric Vasseur, c'était en conférence de presse avant le début du Grand Prix d'Australie, qui revenait justement avec les autres patrons d'écurie sur le sujet. Frédéric Vasseur qui dit « Je pense que nous devons éviter d'être arrogants. L'industrie automobile traverse une période difficile. Si vous vous souvenez de la crise de 2008, tout semblait aller parfaitement. Puis, en 2 ou 3 jours, tout a basculé. Pour moi, voir un autre constructeur rejoindre la Formule 1 est une bonne nouvelle. C'est un constructeur américain, ce qui est encore une bonne chose. » James Walsh, également une autre réaction, toujours lors de cette conférence de presse organisée par la Formula One en marge du Grand Prix d'Australie, qui dit « Ce n'est pas qu'une question de dilution des revenus, c'est-à-dire de partage, bien sûr, de ce fameux gâteau. L'impact majeur se situera probablement sur le marché du travail en Grande-Bretagne. Avec l'arrivée de Cadillac, 10 équipes sur 11 auront une base au Royaume-Uni. Seul Ferrari fera exception. General Motors fait un excellent travail pour attirer des talents et c'est sans doute un enjeu beaucoup plus important que le reste. » Les 10 écuries, ce qu'il faut préciser, c'est que par exemple, du côté de chez Audi, on a changé son fusil d'épaule et on est en train de construire une fameuse usine en Grande-Bretagne parce qu'on a bien compris que c'était très compliqué justement de recruter des ingénieurs pour construire ce grand projet. Sachant que l'usine qui était prévue au sud de l'Allemagne, c'était un projet massif. Ouais. C'est-à-dire que c'est un problème d'hommes. Et en fait, 11 écuries... C'est peut-être très naïf ce que je vais dire, mais je suis pas sûr qu'on ait assez d'hommes sur cette île britannique pour être assez talentueux pour venir faire le travail pour être performant en Formule 1. Non, mais les étrangers iront en Grande-Bretagne. En fait, j'ai l'impression que si tu veux bosser en Formule 1, italien, japonais, c'est le seul endroit où tu acceptes de déménager un petit peu. Oui, c'est ça, en fait. Parce que venir chez Ferrari, tu as cet inconvénient-là. Après, je sais pas pourquoi ils citent pas AlphaTauri, mais... Pour ces... Bref, Visa Cash Racing. Visa Cash Racing. Pour ces personnalités qui veulent travailler dans le monde de la F1, j'ai l'impression que cette arrivée de Cadillac, c'est une opportunité en fait, d'entrer. Et une fois que tu rentres dans la Formule 1, je vais pas dire que le plus dur est fait, mais presque. Tu vois, derrière, tu peux te recycler en passant d'une écurie à une autre, etc. Donc, oui, tu pénètres le cercle. Je vois ce que veut dire James Valve sur l'importance, effectivement, de construire ta base sportive, ta base technique au Royaume-Uni. Maintenant, c'est vrai que moi, à titre personnel, je trouve ça regrettable qu'une écurie états-unienne est une structure au Royaume-Uni, qu'une écurie allemande est une structure au Royaume-Uni.
Mais bon, c'est le jeu. C'est gage de Même réussite aussi. As, même As a sa structure au Oui. Royaume-Uni. C'est vrai que je trouve ça regrettable. Après, je comprends les considérations, mais Même Alpine. Alpine. non. Ouais. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, les gars. Vous avez questionné le timing. C'est vrai que le timing intrigue. Et Graham Loudon, qui est un ancien de Marussia, qui sera donc le directeur sportif de cette écurie Cadillac, s'est exprimé à motorsport.com aussi également dans le week-end. Il dit: le processus d'arrivée pour Cadillac est différent de la façon dont les autres équipes ont pu arriver dans le passé. Le revers de la médaille, c'est que pour la première fois, nous ne sommes soumis à aucune restriction. Nous pouvons agir comme n'importe quelle autre équipe et le temps est vraiment court. Mais cela fait partie du défi et nous devons le relever, y faire face et aller de l'avant. C'est quand même un marqueur, cette entrée de Cadillac en Formule 1. C'est-à-dire que, on se rappelle de la discussion qu'on a eue avec Günther Steiner, où l'arrivée de Haas n'avait pas été conditionnée à un tel apport financier à poser sur la table, à de telles garanties à apporter, à avoir le soutien notamment d'un grand constructeur mondial. Les règles ont changé pour Moi, entrer en Formule 1. Je trouve ça bien parce qu'effectivement, tu évoquais les 3 écuries de 2010 à 2012, où il y en a une qui va jusqu'en 2013. Non, je crois que c'est 2010-2012 pour les 3. Non, Marussia, ça va beaucoup plus loin. Ah oui. Regarde Bianchi. Oui, t'as Autant raison. pour moi. Oui, ça oui, s'arrête en oui, 2015. Non, mais c'est ça, Manor, c'est 2016 avec Oui, Esteban Ocon. Manor, oui, t'as raison. autant pour moi, oui. Non, mais oui. ouais. Il y en a qu'une qui tient si longtemps. Caterham, ça meurt assez Ça fait vite. 3 ans. Et Hispania, je pense que c'est au moins. Ricardo a roulé dessus, hein. Donc je pense que c'est au moins Ouais, mais 2013. c'est 2000... Non, Ricardo, je crois que c'est 2012. Non, ouais. je crois que les deux font. Je pense qu'elles font 3 ans et Manor va pas plus Ça. loin. Et en fait, l'idée quand même, c'est d'avoir au-delà même. Alors, c'est vrai que Audi c'est prestigieux, Cadillac, General Motors, mais l'intérêt quand même, c'est d'éviter de reproduire ce que l'on a pu voir en 2010, en ouvrant la porte à tout le monde. Moi, à la limite, je trouve ça rassurant pour le sport d'avoir une volonté de, alors je vais pas dire de verrouiller, mais d'exiger des conditions qui peuvent sembler rédhibitoires pour beaucoup, pour justement avoir un projet entre guillemets sain et basé sur le sportif. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, une écurie qui veut arriver en Formule 1, elle est dans l'obligation, si elle veut exister, d'avoir une ambition sportive. Tu peux pas juste rentrer en disant je vais construire une usine, je vais prendre 2 pilotes, je vais donner tant au début, et puis à la fin, dans 10 ans, je ressortirai avec tant. Si sportivement, après, je pense aussi, et on en revient à ce que je disais en début d'émission sur ce débat, il y a quand même plus de chances de voir un fiasco sportif, ou en tout cas un échec sportif sur 2026, même si ce ne sera pas l'objectif d'être performant en 2026, mais d'avoir une monoplace quand même à la traîne. Pour moi, ce serait, au vu du timing, encore une fois, et je le redis, je n'ai pas de connaissances, j'ai pas idée du nombre de mois nécessaires pour arriver à construire une voiture solide aujourd'hui en Formule 1. Mais la logique voudrait quand même que tu sois vraiment à la traîne l'année prochaine. Mais quand un groupe même si tu as un moteur Ferrari. Quand un groupe comme Volkswagen travaille dessus depuis maintenant, je sais pas, 2-3 ans, et qu'ils te disent c'est la merde, ça prouve que, enfin, c'est Volkswagen, c'est le plus grand groupe automobile du monde. J'ose imaginer que même pour Cadillac, ça va être très compliqué. Alors après, tout dépend aussi des accords qu'ils vont avoir. N'oublions pas que Audi a signé les accords Concorde. Ce n'est pas le cas de Cadillac. Cadillac n'a rien signé. Cadillac a promis de se conformer. Je croyais que tout le monde avait signé, tu vois. Cadillac, ils sont arrivés après. Ouais, mais là, ce week-end, tu sais, ils ont annoncé l'officialisation des accords Concorde 2026. C'était d'ailleurs dans ce cadre qu'il y a eu cette fameuse conférence de presse. Loudon avait déclaré qu'eux, ils n'avaient pas signé les accords. D'accord. Mais après, ça se trouve, la déclat était peut-être Non, mais vieille. t'as raison. Auquel cas, ça se trouve, dirais dans les commentaires si jamais ça a changé. Mais je sais pas, c'est quand même une drôle de façon de faire. C'est une drôle de façon de faire. Et Ça fait un peu mafia quand même. Ça fait surtout enfin, encore une fois, moi j'insiste sur le timing, la précipitation. Pourquoi, à la limite, encore une fois, c'est facile dans ma position de le dire, mais pourquoi ne pas rentrer directement en 2028 avec l'intégralité de la structure, le moteur, etc. Non, puis quand tes arguments, ça a été depuis le début, on ne veut plus de HRT, de Virgin, de Caterham, on ne veut plus de voitures pas compétitives sur la grille, et qui a été l'argument de refus de beaucoup d'écuries. Si vous venez vous racheter une écurie, ça veut dire que vous aurez déjà les hommes, le matos, etc. Et que fermé, quoi. Vraiment, et que du coup, on insiste sur ce côté, on ne veut plus d'écuries pas performantes, et que derrière, on autorise ça, c'est que depuis le début, les arguments, ils sont fallacieux. Après, attends. Les garanties apportées par General Motors ne sont pas du tout les mêmes que HRT et Virgin qui est arrivé en situation d'urgence quand Toyota, Honda étaient avec qui tu peux apporter des garanties. Après, il y a une réalité sportive
lorsque Williams est à la traîne et tourne 3 secondes, je caricature, mais 3 secondes plus lent que les autres, eux, ils sont en Formule 1 depuis des décennies. Oui, complètement. Tu vois, En fait, il n'y a aucune garantie. Ah non, bien sûr. En fait, il n'y a aucune garantie sportive Au pour moins que des ça moyens marche. et de l'investissement. Mais la logique voudrait que dès l'année prochaine, enfin encore une fois, Puis- même si tu as le moteur Ferrari, Et puis la diff, c'est quand même que, enfin, tu nous évoquais Toyota, Jaguar, Renault, c'est pas les mêmes caisses, hein. Oui, Les caisses qui arrivent à cette époque-là, Toyota, ils ont déjà motorisé Prost à un moment donné, je crois. Chez Williams, ils étaient. Avant, non Ils n'avaient pas, C'est après, je sais ils avaient plus. pas une espèce d'appellation où c'était interdit de le citer, mais c'était un moteur Toyota à un moment donné. Là, Je sais- tu me poses une colle. Ouais. Bref, vous nous direz encore une fois si vous vous souvenez de ça, mais Dites-nous en Toyota était déjà là. commentaire. En tout cas, Renault, ils étaient engagés en Renault était endurance, déjà là avec Williams. Ouais, bien sûr. Et quand ils arrivent, je caricature énormément, mais il y a qu'un châssis à poser sur un truc qui est déjà performant quand même. Là, il y a un moteur hybride à développer, en plus avec une partie électrique extrêmement compliquée que toutes les équipes ont mis 4-5 ans à comprendre en étant en piste pour la faire. Renault abandonne, forcé et contraint, hein, mais Renault abandonne. Honda a mis combien de temps? Ils sont arrivés en 2015 avec McLaren, avant d'être performants. Ils ont mis combien de temps? moteur, Et même quand ils ont eu leur 2028, propre écurie, hein. début de Rien que le moteur. 3 ans pour développer le moteur. Sachant qu'on est sur et sachant que là maintenant en ce moment les écuries qui sont déjà là galèrent à comprendre l'aéro de l'effet de Mais sol. C'est normal. Peut-être que je me trompe lourdement sur ce sujet, mais je me dis que s'ils sont pas prêts, ils trouveront un accord avec un motoriste ou prolongeront le partenariat avec Ferrari à la limite. Hein. C'est la manière dont survias. Mais c'est vrai que t'arrives, encore une fois, la précipitation. Ce que fait Alpine en soi. Hein. Ce que dit Loudon, ce qui est intéressant dans la suite de l'interview qu'il donne à motorsport.com, c'est que c'est vrai que nous là on parle de précipitation sur l'entrée de Cadillac en Formule 1. Lui il explique que le processus d'entrée leur a fait perdre énormément de temps. En fait, ce qu'il dit, c'est que le processus, il est tellement lourd que eux avaient tablé en 2023 sur une entrée en 2026, mais qu'en fait, ils viennent uniquement d'avoir l'aval il y a quelques mois et que ces conditions très strictes, on va dire, pour convaincre la Formula One, la FIA et les écuries, fait que, en fait, c'est ce processus-là qui les a mis à la bourre. Mais qu'est-ce que tu as fait durant ces 2 ans? T'as négocié. Est-ce que tu peux vraiment te lancer dans le C'est ça projet? le truc, c'est que est-ce que tu peux te lancer dans un projet, avoir des idées, potentiellement construire une usine, recruter des hommes, si t'as pas la garantie d'arriver en Formule 1? Moi, ça me semble lunaire. Ça se trouve, c'est juste interdit. C'est-à-dire que non. Bah oui, potentiellement. Donc, clairement. Il y a une chose intéressante avec Polo, et on conclura là-dessus avant de passer à la dernière question qui est celle des pilotes. Avec Polo, quand on est parti au Qatar l'année dernière, on avait eu l'occasion de rencontrer la directrice, le directeur ou la directrice, je crois, marketing de Cadillac Motorsport, qui est engagée bien sûr en WEC, et on a vu cette discussion où elle nous expliquait, notre ADN, c'est l'automobile à l'émotion à l'américaine, et c'est pour ça, dans une compétition qui n'a rien à voir et qui est un petit peu plus ouverte, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix, par exemple, d'avoir un V8 atmosphérique en WEC, qui fait un boucan de malade, qui est un vrai moteur à l'émotion. Et alors, le cadre est beaucoup plus strict en Formule 1, mais tu vois, ça peut être une petite touch qui peut être intéressante, tu vois, si Cadillac, parce que Cadillac va rester sur, j'imagine, la même vibe de communication en tout cas. Ils vont pas ramener un V8. Hein. Non, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Quoique, 2030 arrive très vite. T'as vu, les langues commencent à se délier. Non, mais V8, V10 sont. T'imagines, blague, hein, t'imagines, juste ils en ont rien à foutre, ils arrivent avec un V8 énorme. C'est même pas de MGUH derrière. Non, mais tu sais, genre, ils ont montré la voiture à tout le monde. À la FIA, ça a tout passé. Dernier moment, ils foutent un V8 dedans. T'entends au départ, boah, comme ça. On va les aimer. Hein. On sera très content de les trouver. Hein. Excuse me. L'étoile filante, tu sais, genre, oh là là, rien que pour ça. Welcome, guys. Ouais, ça sera un bon buzz. Ça, pour arriver en Formule 1, ça serait un très bon buzz. Brad Pitt dans la voiture. Cadillac, la dernière question qu'on va se poser, les gars, parce que c'est un peu la question, on a très peu de billes sur aujourd'hui comment est organisé le projet. Vous avez parlé de vos craintes et je vous rejoins à 100% sur tout ça. Cadillac, quel pilote choisir en 2026? Parce que mine de rien, Cadillac va d'ores et déjà animer le mercato à venir de la Formule 1. Il y a une liste de pilotes qui est sortie dans la presse. On va la commenter, mais je sais que vous allez avoir d'autres idées. Du côté des États-Unis, justement, on explique que Colton Herta serait le premier choix de Cadillac pour arriver en Formule 1.
Beau gosse, l'ami, vous le découvrez sur la droite de votre écran. Valtteri Bottas s'est dit intéressé ce week-end. Il a dit ouais, le projet Cadillac, moi, me plaît vraiment. On a beaucoup parlé de Sergio Pérez en fin de saison dernière, notamment avec le soutien de Carlos Slim, qui serait pas indifférent à ce projet Cadillac. Et puis, il y a l'éternel Mick Schumacher qui reste toujours en embuscade. On lui a pas posé la question ce week-end, mais il a quand même répondu en disant... Je vais regarder un petit peu ce projet de près parce que ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette voiture ? Est-ce que par exemple de voir un pilote Indy arriver en Formule 1, c'est quelque chose qui vous hype ou non, au contraire, vous mangez pas de ce pain-là ? Est-ce qu'il y a des pilotes qu'on pourrait relancer, qu'on a vu ces dernières années et qui pour vous méritent une place en Formule 1 ou non, il faudrait absolument aller chercher Pour moi, un rookie, un mec la expérimenté ? méritocratie. Tu sais, je voulais te faire la vanne, je voulais te demander est-ce que tu peux me donner un Kit Kat, j'ai faim. Tu m'as devancé. C'est bon, j'ai ma vanne. Qui on veut voir dans les deux baquets, les gars, Cadillac ? Quitte à avoir 2 places en plus. Hein. Je sais pas si c'est Un champion quelque F2 chose- peut-être. Je sais pas si c'est la logique aujourd'hui de vouloir absolument avoir un pilote états-unien. J'aimerais qu'on soit sur des bases plutôt méritocratiques que des bases liées à un passeport. Ouais. Donc j'aimerais voir un champion de F2, futur ou passé. J'aimerais voir après sur un projet. T'es obligé de prendre un expérimenté, t'es quand même là, obligé d'avoir au moins un pilote, Ah ouais. pour ne pas dire même 2 pilotes expérimentés. Tu vois, je trouve que c'est quand même bourbier de partir sur un projet avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin à l'époque, tu vois. Clairement. Ouais. Bon, on l'a vu. Donc, Mais attendez, il y a un doute sur le fait que Perez soit dans cette voiture ou pas là ? moi, j'en sais rien. Ah, moi je pense qu'il y a un doute, ouais. Ah, moi je trouve qu'il n'y en a pas du tout. Ah ouais ? Je trouve qu'il n'y en a aucun. Ah, Je veux quand dire, même. c'est le T'as pilote peut-être- qui a le plus de support aux États-Unis. 2 grands prix sur 3 sont dans des régions extrêmement imbibées de culture latino-américaine, sud-américaine, sud-américaine, centrale-américaine, Centrale, ouais, mais pardon, nord-américaine, excusez-moi, merde. c'est toujours cool, pas. Mexicaine. Et hop, emballé, c'est pesé. Ouais, grave. Il s'est déjà positionné dessus. Je pense que Cadillac le veut. Et c'est un pilote qui a encore la niaque. Il s'est fait détruire par Red Bull, mais il a encore la niaque. Ce qui n'est pas le cas de Bottas. Hein. Ça, franchement, on n'est pas en interne, je peux pas savoir. Et Bottas, il a un poste de 3e pilote rêvé chez Mercedes. Il est sur les cours. Ah, lui, il rêve des titulaires, je pense, quand même, Valtoche. Ah, mais il est je sais pas, enfin, pour moi, c'est Pérez, mais à 2000% le pilote d'expérience. Après, qu'ils prennent un pilote américain ou un pilote. Un jeune pilote, d'accord, mais comme c'est une écurie américaine, il y a quand même moyen qu'ils se tournent davantage sur les disciplines américaines aussi. Hein. Ils sont quand même Cadillac est quand même davantage intéressé par tout ce qui se passe en Indy et en... Après, ils arrivent sur le marché européen. Tu vois, il y a des showrooms Cadillac, par exemple, à Paris, maintenant. On voit de plus en plus de voitures siglées Cadillac. Moi, je vous pose quand même la question, au-delà du marketing, au-delà des intérêts, on s'est souvent plaint qu'en Formule 1, notamment quand Théo Pourchaire n'avait pas accédé à la Formule 1, notamment quand Drugovich était resté à quai, on disait il n'y a que 20 baquets. Et ça manque de baquets, on va dire, pour justement donner leur chance ou redonner leur chance à des pilotes dont on estime que leur passage en Formule 1, ils n'ont pas eu justement leur chance, ou à d'autres justement qui n'ont même pas eu la chance de monter dans un baquet de F1. Vous, dans l'idéal aujourd'hui, est-ce que vous iriez repêcher un Pérez, un Bottas, un Mick Schumacher ? Est-ce que vous voulez absolument voir, dans le cadre où il y ait un pilote expérimenté et un jeune talent, est-ce que vous voulez absolument voir un pilote F2 dans l'un de ces 2 baquets ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir maintenant qu'on sait qu'il y a une 11e écurie ? C'est ça que je veux dire. Un pilote qui s'est fait virer et qui aurait pas dû, parce que pas assez de baquets, et un pilote qui a jamais accédé à la F1 et qui aurait dû. Pérez C'est-à-dire- Colapinto. Pérez Colapinto, Pérez... il aurait dû se faire virer de Red Bull, mais il aurait dû rester en F1. Pérez. continent, pour l'aspect marketing, Ou Pérez C'est vrai Drugo. qu'il y a Colapinto. Drugovich. par exemple. Drugovich, il a jamais eu sa chance quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc Pérez Drugovich. Pérez Théo, ça me semble improbable en fait, qu'ils aillent chercher Théo. Non, je pense pas. Ouais. Il faut une écurie qui soit européenne pour Théo, j'ai l'impression. Mais bon, même Sauber n'a pas voulu. Donc je pense que oui, Drugovich ou Colapinto, ça me semble le mieux, en tout cas pour le marché américain. Après, s'ils visent le marché européen, peut-être autre chose à aller chercher, oui. Colapinto, c'est vrai qu'on l'oublie. Enfin, on l'oublie. Enfin, Colapinto, peut-être que dans 4 courses, il est dans le bac alpine. dans le hein, bac donc, alpine, ouais. C'est vrai que Douane a craché sa voiture, donc. Ouais. Ah, mais on sait très bien que c'est pas à cause de ça. Briatore a pris son bonus en le signant. Maintenant, il s'en fout. Je vous invite à aller voir une excellente interview d'Oliver Hawks qui explique pourquoi il y a 4 réservistes chez Alpine. Qui Koshmaini, Polaron, Colapinto. Colapinto et le 4e merde. C'est plus Victor en tout cas. Non, c'est plus Victor. J'ai un trou. Vous nous direz en commentaire, bien sûr. Non, par contre, ce qui pourrait être sympa, mais là en l'occurrence, ce sera pas le cas, c'est d'avoir 2 pilotes normaux, enfin 2 pilotes
chose normale, et que la FIA autorise un 3e baquet pour Cadillac Oula. pour le champion F2. Si jamais il n'est pas pris ailleurs. Ça serait Ça beau. c'est voilà, fantasme, bref. Après, On referme la page. Cadillac va aussi regarder, ils peuvent aller piocher chez les pilotes qui seront libres à la fin de la saison. Il ne doit pas y en avoir énormément, mais il y a peut-être la possibilité d'attendre de voir justement le niveau de performance sur 2025 et d'aller faire son choix. Je pense que ça serait même. Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de plan B, Ah, de mecs qui ne sont plus dans Non, le mais circuit tu ou peux faire qui ne ton sont pas encore. choix dans 2 mois avant, en soi, hein. C'est pas C'est vrai. problématique. Exactement. Voilà pour ce petit sujet Cadillac, les amis. On a pris un peu de recul sur la piste, sur tout ce qui s'est passé du côté de l'Australie. Les pistonnets reviennent après la Chine lundi matin pour débriefer tout ça. Et le mercredi avec un débat, je pense, un focus. On verra, on va essayer de bouger un petit peu les cases et les meubles pour ce rendez-vous du mercredi. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de continuer cette discussion en commentant cette vidéo, nous donnant vos avis, vos éclairages aussi, parce que je sais que certains suivent ce dossier bien sûr de près. Et n'oubliez jamais qu'on a besoin de likes et aussi de vous abonner. FTS doit grandir aussi également avec vous, avec toute cette communauté. Et en plus, il y a de belles propositions sur cette chaîne avec des sujets toujours aussi bien traités. Merci Brice, merci Hamza. Bon week-end les gars. Dignente. Et on va se régaler. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Là, ça y est, on est ensemble pour 23 On est week-ends. parti. Voilà, c'est plutôt le bon moment de l'année. 24. C'est ce qu'on dit au début, moins à la fin. C'est vrai. Ciao les amis, prenez soin de vous.